Est-ce que vous saviez que Fiat avait déjà fait autre chose que la 500? Ils ont même fait des décapotables. Et ça tombe bien, on a justement une Abarth 124 avec nous. Donc la voiture qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est une Abarth 124 Spider qui développe à peu près 170 chevaux. Pour ce qui est de la parution, elle est sortie en 2015 et sa production s'est étendue jusqu'en 2019. Et pour nous parler de cette Abarth, on rejoint directement le propriétaire, Pascal. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, donc cette voiture, cette Abarth 124, pourquoi l'avoir choisie? Ben écoute, c'est une auto qui évoque déjà un petit peu le passé des anciens Fiat. Bon, je suis un petit peu plus âgé que vous, donc ça me parle. Et l'histoire de cette auto, en fait, j'étais allé acheter une Fiat Panda pour quelqu'un de la famille. Et cette auto était en expo à la concession Fiat, à Montaudran. Il était 5h30 et j'ai vu un vendeur. Je lui ai dit, si vous étiez un vendeur sympa, vous me prêteriez l'auto. Et à l'époque, j'avais donc une usine à Revel. Et j'ai eu le temps de faire l'aller-retour entre Montaudran et Revel. Et ça a été une révélation dès les premiers kilomètres parce que c'est vraiment une auto plaisir. Donc j'ai rendu l'auto. Je me suis dit que bon, c'était pas un achat raisonné parce que j'en avais vraiment pas besoin. Et quelques temps après, la voiture est arrivée. Ils avaient encore la voiture en vente parce qu'ils avaient un peu de mal à la vendre parce que c'était pas la cible de la marque Fiat et c'est bien dommage. Et là, je refais un petit coup de bluff en disant au même vendeur, si vraiment vous étiez sympa, vous me la prêteriez un week-end. Et il me l'a prêté tout un week-end. Le lundi matin, j'ai signé le bon de commande parce que c'est vraiment une auto extra. Donc un vrai coup de cœur. Voilà, un vrai coup de cœur. Voilà. Et cette voiture, tu l'as achetée quand du coup? Et je l'ai achetée en avril 2019. D'accord, donc voilà. Juste avant la fin de la production du modèle. Juste avant la fin de la production, il en restait quasiment plus. Il faut savoir que c'est une auto qui n'a pas beaucoup marché. Et c'est bien dommage parce que la base est excellente puisque tout le monde sait qu'on est sur la base d'une MX-5. Après, ce qui est dommage un petit peu pour faire des économies d'échelle, c'est que l'intérieur évidemment est très ressemblant à la MX-5. Et après, il y a vraiment une préparation complète, moteur, le petit 1,4 litre Abarth bien connu sur les 500. Oui. Qui celui-ci reçoit un turbo justement dans sa version. Qui celui-ci reçoit un turbo, donc ça permet d'avoir 170 chevaux. Évidemment, l'avantage d'une auto comme ça, c'est le poids, puisque ça pèse 1080 kg. Et tu vas voir qu'on va faire le roulage dès les premiers kilomètres. On sent vraiment cette sensation de légèreté de relance. C'est une auto qui fait du bruit parce qu'il y a un échappement Magneti Marelli d'origine. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu sympa. Il y a les clapets en mode sport. Il y a une prépa au niveau des freins chez Brembo. Il y a de l'amortisseur Bilstein. Il y a le différentiel à glissement limité qui est sympa parce que quand on attaque un petit peu fort dans un rond-point, on se remet en droite ligne si on maîtrise un peu. Voilà. Et c'est vrai que cette auto, elle est vraiment très sympa à conduire. Et moi, je fais beaucoup de roulage avec des Porschistes notamment. Je leur fais essayer l'auto. Et c'est vrai que 170 chevaux, ça paraît pas énorme, mais avec 1080 kg, on a un plaisir dingue. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est cette... Justement, c'est quoi les petits détails c'est cette évocation, si vous voulez, cette face arrière, là, quand on la regarde un peu de trois quarts, c'est vrai que quand on regarde ce profil-là, on est vraiment sur le... Ils ont vraiment réussi à donner un côté vintage à cette auto. Et après, il y a cette face avant aussi qui est un peu spécifique. Alors les phares sont un peu, ce sont des phares qui sont dissymétriques. Oui, qui ne sont pas LED du coup sur cette version. Qui ne sont pas LED parce que moi ce que je voulais c'est que vraiment l'auto soit vraiment la plus brute possible. Évidemment une boîte méca. Oui. Parce qu'il faut savoir que les boîtes méca Mazda, c'est quasiment les meilleures tringleries au monde. D'ailleurs, c'est pas la boîte qui équipe les MX-5, c'est une boîte un peu différente parce que justement la préparation moteur avec la boîte, ça marchait pas. Ils ont dû trouver une autre boîte de vitesse. Tout à fait. Donc c'est une propulsion de 170 chevaux. Est-ce que c'est envisageable en daily, utilisation tous les jours? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, ma femme la prend de plus en plus, je dirais. Parce qu'à la base, c'était sa voiture et puis pour des raisons
professionnelle, elle a dû rouler dans une voiture plus sage, bon, ce qui m'arrange un peu, puisque puis moi maintenant je fais un métier, je suis dans l'automobile, donc ça me permet de l'apprendre, mais c'est vraiment une auto qui peut se conduire vraiment très tranquille. Et l'avantage d'une auto comme ça, c'est qu'on a une sensation à 70-80, on a déjà une super sensation. Et après, ce qui est sympa dans un cabriolet, parce que moi j'avais pas l'habitude du cabriolet, on m'avait dit tu verras le cabriolet, tu l'utiliseras plutôt quand il fait mauvais. Moi dans mon idée c'était plutôt une journée comme aujourd'hui, quand il fait chaud, quand il fait soleil. Et en fait l'utilisation de cette auto, le fait qu'il y ait les sièges chauffants et les bulles chauffantes, permet une utilisation en fait qui est géniale, c'est l'hiver où il fait 2-3 degrés, on roule les cheveux au vent et c'est vraiment l'utilisation typique du cabriolet. Alors je dis le cabriolet, c'est pas un cabriolet, c'est un Spider. Oui justement, donc on est face à un Spider, c'est une différence cabriolet, Spider, Targa, même des fois, voilà. Tous ces termes parfois se mélangent. Tu nous as dit un peu avant que tu savais justement faire la différence entre. Donc il faut que je rentre dans l'auto pour vous le montrer parce que c'est facile à expliquer en fait. Mais c'est très simple, quand on est assis au fond du siège, on peut avec la main toucher la roue arrière. Voilà la grosse différence. La petite anecdote. Alors cette voiture en version originale justement avait le capot avant mat, signature classique des voitures Abarth, mais donc tu nous as expliqué que ce n'était pas le cas sur celle-ci, elle était entièrement brillante, mais tu as quand même du coup souhaité matifier un petit peu la voiture. Oui, parce que malheureusement l'option était plus possible. Et j'ai été obligé d'acheter la voiture dans l'état. Donc là c'est un peu une première, c'est un PPF en fait, mais c'est un PPF mat. Alors la différence entre le PPF et un covering, c'est l'épaisseur. Ça ne se pose pas à chaud, ça se pose à l'eau. Et en fait, le PPF se tend avec la chaleur. Et ça permet de donner, tu vois, Romain, cet effet un peu peau de pêche qui est très très sympa parce que ça ne prend pas la poussière. Et voilà, donc j'ai remis au goût du jour la malle arrière et l'avant, qui en fait, normalement, l'avant n'aurait pas dû être comme ça parce que l'avant, originellement, aurait dû suivre cette arête et être en continuité de la face avant. Le problème, on a essayé de poser 3 fois le PPF et en se tendant, ça débordait, donc on n'a pas réussi à trouver. Et somme toute, je préfère entièrement le capot parce que je trouve que ça lui donne un côté un peu racing. Voilà. Et justement, donc le capot mat des Abarth, d'où ça vient ? Ça vient en fait du rallye. À la base, donc Abarth préparait des Fiat pour justement aller faire des rallyes et ils se sont rendus compte que les capots, à l'époque qui étaient du coup brillants, faisaient des réflexions qui pouvaient aveugler donc, le pilote. Donc ils ont décidé de matifier le capot et c'est resté, donc d'où la matification du capot. Qui est copié maintenant dans beaucoup de en compétition, mais il faut savoir qu'à la base c'est Abarth qui avait mis ça au point pour éviter évidemment la réverbération du soleil. Ce qui est intéressant parce qu'on le voit en roulant au quotidien. On est quand même dans une région où on a la chance qui fasse souvent du soleil et c'est vrai que c'est vraiment pas un détail, c'est sympa. Et justement, cette Abarth 124 a eu une carrière en rallye. Lancée en 2016 pour la catégorie RGT, cette voiture développe environ 300 chevaux pour 1 tonne. Face au WRC à transmission intégrale, la 124 Rallye fait le choix radical, la propulsion. Plus technique, plus spectaculaire mais aussi plus difficile à exploiter au maximum, et pourtant, malgré ses choix exigeants, elle domine la catégorie dès ses débuts. Dès sa 2e saison en 2018, elle remporte la FIA RGT Cup, considérée comme le championnat du monde de GT en rallye, ainsi que le titre européen RGT, tout en cumulant plus de 40 victoires de catégorie dans 12 championnats différents. Cette domination se confirme en 2019 avec un 2e titre consécutif. En à peine 2 saisons, la voiture totalise plus de 80 succès en catégorie. Enfin, en 2020, elle décroche un 3e titre consécutif, confirmant définitivement son statut de référence en RGT. Et au final, la carrière de l'Abarth 124 s'arrête progressivement après 2020-2021 avec la fin du modèle de base et du programme officiel, marquant la fin d'une des dernières GT Propulsion en rallye moderne. Et Pascal nous disait justement que la couleur des Fiat et des Abarth ont une petite anecdote et un petit moyen pour les reconnaître. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la couleur d'une Abarth ? C'est très simple en fait, vous avez dans le groupe Fiat l'intérieur du phare qui détermine la couleur de la voiture, que ce soit pour la 124 ou la Fiat 500 qui est encore en production. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît le code couleur, on va dire, de la voiture, qui est le noir San Marino 1972, voilà, qui est la référence
couleur de cette voiture, qui était la couleur originelle de la Fiat 124. Et justement, pour cette version-là de Abarth 124, ils ont sorti 5 coloris avec du rouge, du blanc, du gris, du noir. Et un bleu. Et un bleu, c'est ça. Une série limitée bleue. Ouais. Une série limitée bleue avec du coup à chaque fois une référence au rallye pour les couleurs avec une année affiliée. Donc voilà, un petit clin d'œil de Abarth, cet héritage-là dans le rallye. Et maintenant, le test ultime de tous les Spyders, comment décapoter et recapoter. Donc Pascal, montre-nous. Je vais vous montrer, c'est très simple, c'est très rapide. Il y a une poignée et vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, on est capoté. Et après, l'avantage, c'est que jusqu'à 50 km/h, on rattrape la poignée. Et qu'on a l'habitude, c'est une histoire de 2 ou 3 secondes. Donc c'est vrai que j'ai pas trop bien compris pourquoi cette auto n'avait pas été vendue, parce que la capote n'était pas électrique, parce que ça aurait rajouté du poids. Ce qui est complètement débile, parce que l'avantage de cette auto, c'est qu'elle ne pèse pas très lourd. Et en plus, la cinémathèque de la capote est vraiment très très simple. Voilà. Et au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme spécificité justement? Tu as déjà le compteur, qui est une spécificité de cette auto, une évocation à Ferrari, avec le compteur central rouge. Bien en vue avec le passage de vitesse. Ensuite, malheureusement, c'est un intérieur commun pour des histoires d'économie d'échelle, parce qu'évidemment, c'est une auto qui à l'époque était considérée comme chère, mais qui n'était pas si chère que ça, qui coûtait 40 000 €, ce qui aujourd'hui est dérisoire pour un véhicule de cette qualité. Le pommeau de levier de vitesse, qui est en alu. Bon, évidemment, les tapis qui sont spécifiques. Et après, les sièges bicolores baquets. Et après, sinon, l'intérieur ressemble en tout point à la MX-5. Voilà en gros les spécificités. Moi, ce que j'ai aimé dans cette auto, quand tu rentres, c'est cette position un petit peu basse. Tu es quand même un petit peu couché, mais on est super bien assis. Bon, c'est pas une auto où on peut faire 400 ou 500 km parce que c'est pas hyper confort au niveau amortissement. Mais après, c'est cette ergonomie que tu as, le volant. Tu as un petit levier de vitesse qui est très très précis. Et ce gros frein à main qu'on ne retrouve plus maintenant dans les voitures, malheureusement, parce que tout est électronique, et ce qui donne un peu ce côté un peu passion. Donc vous l'aurez compris, cette Abarth 124 repose sur une base de MX5. Elle était construite à Hiroshima au Japon, puis importée directement en Italie jusqu'à Turin. Dans les usines Abarth, elle recevait notamment plusieurs modifications. La plus importante, évidemment, le pot d'échappement, c'est ce qui fait notamment la signature des voitures Abarth. Et donc à l'origine, effectivement, Abarth c'est un constructeur d'échappement qui a été mené notamment par Carlos Abarth, qui était lui aussi un constructeur d'échappement. Donc vous vous rendiez dans les usines de Abarth, vous achetiez un lot d'échappement, vous l'installiez sur votre Fiat 500 et vous pouviez profiter d'une sonorité totalement différente. Et cette 124 ne fait pas exception, on peut retrouver un échappement dit Monza qui donne une sonorité totalement unique. Bon, on vient d'ouvrir le moteur, voilà une pièce maîtresse du coup de la voiture et là directement on est frappé parce qu'il y a des petites barres de chaque côté justement pour tout maintenir. Les barres de stabilisation. Et après l'avantage de cette auto, comme je te disais, c'est qu'on peut faire une grosse prépa parce qu'il y a déjà un joli turbo garrette. On le voit, oui. Tu verras l'échappement aussi au roulage, on entend bien la turbine rouler. Et évidemment cette boîte à air. Le seul inconvénient de cette auto, évidemment, si on veut partir un petit peu loin, c'est que pour des questions de poids, on a un tout petit réservoir, on a moins de 40 litres, et qu'évidemment, on n'a pas des autonomies de dingo. On arrive à faire, on va dire, de l'ordre de 380-400 km en roulant un petit peu comme il faut. Après, si on roule plus tranquille, mais c'est pas une auto qui consomme beaucoup, il n'y a pas de poids. Ce modèle justement tu l'as apporté à un peu plus de 20 000 km maintenant, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec Non, il n'y a rien de spécifique. Après ce qui est important, c'est encore une fois, moi je ne l'amène pas dans le réseau Fiat classique parce que maintenant malheureusement dans tous ces garages, il n'y a plus trop de gens qui connaissent la mécanique. Et encore une fois, là, je vais faire un peu de pub au garage d'Ougnac. Lui, vraiment, quand il te fait une révision, il te fait vraiment... déjà, il met des huiles de très bonne qualité. Ça s'y voit vraiment quand on récupère l'auto. Là, elle sort de révision parce que je suis malheureusement obligé de faire une révision tous les ans, même si je ne roule pas beaucoup. Il fait vraiment un réglage au moteur qui est optimisé. Et avec la cartographie, c'est vraiment sympa. Voilà, mais sinon, il n'y a rien de spécial sur cette auto.
Bon, c'est parfois compliqué de partir en voyage justement avec un Spider ou une décapotable parce que le coffre est souvent réduit. Celle-ci, la Abarth 124, qu'est-ce qu'il en est? L'avantage, c'est que quand tu as la capote qui est pliée, ça ne rentre pas dans le coffre. Et donc, tu as quand même un emport qui permet d'amener, on va dire, deux valises de cabine. C'est évident que si tu veux aller faire un tour au ski, ça va être un peu compliqué. Quoi qu'il existe un porte-bagages que j'avais pas mis, mais qui donne aussi ce côté rétro sur la malle, puisqu'à l'époque, on mettait les bagages sur ce porte-bagages chromé. Mais après, c'est vrai que l'emport, il est pour une auto de ce gabarit, qui n'est pas une grande auto, il est somme toute intéressant. On le voit là, on pourrait rentrer 2-3 sacs facilement. Ouais, c'est ça, tu peux rentrer 2-3 sacs. Alors après, moi, j'ai pas réussi à l'avoir. Il y a une bagagerie spécifique à bord qui permet vraiment de couvrir la totalité du coffre, que j'essaierai de trouver peut-être en occasion un jour ou l'autre. Mais bon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas suivi le modèle et que donc, pour trouver les options, ça a été compliqué. Toi, c'est quoi un petit peu tes ressentis quand tu prends la voiture? Qu'est-ce que tu en penses? Comme je te disais tout à l'heure, tu vas voir, dès qu'on va rouler à des vitesses pas supersoniques, là déjà, tu vois, on entend déjà un peu le son qui est un petit peu sympathique. Voilà. C'est une auto où tu as rapidement du plaisir, tu vois. Boîte super précise, comme je te disais. Là, évidemment, la prépa permet d'avoir des accélérations beaucoup plus soutenu, tu vas voir un petit peu, on va faire un roulage dynamique et après on va rouler tranquillement sur le périph' à 80-90 qui est la vitesse où normalement on devrait rouler et tu vas voir que déjà on prend un fun pas possible, c'est ce qui est sympa dans cette auto. Est-ce qu'elle est un peu trop bruyante parfois en mode sport? Non, parce qu'après, comme je te disais, tu verras quand on va l'essayer, quand on roule à des vitesses soutenues, on entend le son est beaucoup moins présent. En fait, le son est présent au passage de rapport et parce que là, on n'a pas ce phénomène de bruit, parce que quand même, dans un Spider ou un décapotable, tu as quand même ce phénomène de turbulence. Oui. Mais après, si tu roules à 130, 140 sur l'autoroute, le son est beaucoup moins présent et tant mieux, parce que je pense qu'à la longue, c'est un petit peu fatigant. Avec les clapets ouverts, on est en S, c'est pas très flagrant, c'est plutôt l'accélération et la décélération. Bon, ça n'a pas un grand intérêt si ce n'est d'avoir une conduite, peut-être un peu sur circuit, d'avoir une conduite un petit peu plus dynamique. Après là honnêtement pour rouler en ville, on ne peut pas monter sur les autos, c'est limité à 50. Et justement, Abarth, c'est une marque que tu apprécies particulièrement, enfin les italiennes de manière générale, c'est quelque chose que tu apprécies en particulier? Ouais, c'est vrai que je roule beaucoup allemande pour des raisons j'adore Audi, c'est une marque que je suis depuis plus de 25 ans, mais je trouve que l'auto italienne, en ayant roulé un petit peu Ferrari, Maserati, c'est des moteurs exceptionnels. Et je trouve qu'il y a ce côté vraiment italien, ce côté un peu sympa sur les moteurs. Et c'est vrai qu'on ne le retrouve pas dans des marques classiques, on va dire du Renault, du Peugeot, on n'a pas ces sensations. Ces moteurs italiens, quand même, c'est des sorciers. Quand tu allies l'échappement à ces moteurs hyper chantants, en fait, c'est hyper agréable à l'oreille. Le cadran est gradué de 30 en 30, donc en fait on a un peu de mal à lire, il est déjà plus petit, on a un peu de mal à lire la vitesse parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de cadrans qui sont gradués de 10 en 10, et là en fait chaque fois que tu passes un cran t'es à... Oui, tu fais un saut de 30 tu fais un saut de 30, alors ce qu'il y a de marrant c'est qu'à 9h tu es à 90 et à midi tu es déjà à 180. D'accord, et malheureusement tu es rapidement à midi, c'est une photo comme ça. Donc là on arrive donc sur le périph', on va pouvoir écouter un petit peu le moteur se développer un petit peu dans les tours. On va déjà essayer de doubler ce monsieur là. Ce que je te disais tout
à l'heure, c'est que tu vas arriver vraiment très fort en rond-point. Tu as du gros freinage. C'est une auto qui est super agréable. Là, si j'attaque un peu, évidemment, voilà, la voiture devant, on va refaire un tour de rond-point. Là, ce que je te dis, tu peux vraiment, tu vois, être en glisse totale. Bon, il faut juste un petit peu de maîtrise et un peu de gaz. Mais vraiment, si on arrive très fort en rond-point, on peut vraiment partir en dérive et tu as vraiment le job qui est fait derrière et qui est vraiment sympa. C'est ce qui est marrant avec une auto comme ça. Ouais. Et là encore, il pleut pas, parce que sous l'eau. Oui, ça devient... Là, tu as le petit retour de gamelle, je sais pas si tu entends. Ouais. Ah, et après, c'est évidemment de rouler un petit peu sympa. Là, je suis à 120 déjà. Oui, on arrive vite aux limites. On est à 130, voilà. Le problème, c'est que cette auto, il y a une telle sensation de légèreté. Voilà, et tu vois là, à 4,5, tu as un plaisir de... Ce qu'il y a de sympa dans un Spider ou une décapotable, c'est un peu cette sensation de liberté. Tu as les odeurs, alors c'est pas top quand évidemment tu suis un diesel, mais tu as les odeurs, tu as les ressentis quand tu roules sur des routes de campagne, voilà, tu vois, l'échappement n'est pas très présent. Évidemment, si j'accélère après... Non. Il sait se montrer discret voilà. Pour profiter justement, je trouve, de la sonorité du paysage et tout ça. Voilà, c'est pas qu'une auto qui va crier dans les oreilles. Tout à fait. Ouais. Alors, ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, par exemple, là, la carto me demande de passer en 6. Donc là, tu vois, on est en 6e, on a demi-tour. Et bon, l'avantage, c'est que tu as de l'axel quasiment... tenue de route qui est hyper sympa, ça enroule, parce qu'évidemment, avec le principe de la propulsion, oui. c'est qu'on est poussé par rapport à la traction, on est tiré, et ça on le ressent vraiment en virage. On sent que l'auto s'inscrit, c'est ce qui est le côté plaisant quand tu pilotes un peu, c'est ce qui est sympa. Là c'est bon, on est parti, on va voir un petit peu... Sur les hauteurs de Balma, tu vas voir déjà, on a de la chance, on a un temps fabuleux. Le temps est parfait, on va voir un petit peu dans les tours du coup ce que ça donne. On va un peu monter dans les tours. Ouais, évidemment que tu as l'échappement qui est... Ah, tu sens cette relance là, c'est ce qui est intéressant avec cette auto. En fait, je passe un rapport, mais j'aurais pas besoin de passer le rapport. Là, évidemment, on a du monde, mais c'est pas grave. Instantanément, on a eu l'odeur d'essence. Ouais, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. C'est vrai qu'on a l'odeur de... On allume un peu, tu vois, c'est vraiment une auto où tu peux... Là, on va prendre la côte, il n'y a personne. De gaz. Donc c'est pas... Bon, on vient de se garer après ce petit essai dynamique. Merci beaucoup Pascal. Merci Romain. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais pour ça, abonnez-vous. Ciao, ciao.